Qu'est-ce donc qu'un soulèvement? Le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence. Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de thunes, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent protester, ils se retrouvent dans les émeutes. After all, the mechanistic construction of capitalist patriarchy is what divided us and what decentralized the world. Vous êtes bien sur Avis de Tempête, épisode 7, la patte de la vache. Récit de lutte antispéciste au Brésil. Salut! Aujourd'hui on rencontre Sandra, militante écolo et antispéciste en France et au Brésil. Ça fait 20 ans qu'elle a quitté le Brésil, mais elle y retourne souvent pour mener plein de luttes antispécistes avec plein d'alliés différents. Elle nous permet de penser les questions écolo et antispécistes ensemble, ce qu'on a souvent tendance à séparer, voire à opposer. Et là, à partir du contexte brésilien, à partir d'expériences de lutte et d'alliances avec d'autres mouvements, eh bien on voit à quel point ça peut prendre sens. Elle va parler notamment des MST, donc du mouvement des sans-terre, des paysans et paysannes qui luttent pour ne plus être serfs en fait, mais pour avoir leur propre terre sur lesquelles cultiver, mais aussi des MTST, le mouvement des travailleurs sans toit, qui est l'équivalent urbain des MST. Donc elle va nous parler de plein de pratiques de lutte antispécistes et écologistes qui sont très inspirantes. Voilà, bonne écoute. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter ton expérience de militantisme vegan au Brésil et aussi la manière dont du coup, ce militantisme a des liens forts avec d'autres mouvements sociaux? Ça fait 15 ans en fait que je suis végane et c'était pas du tout, ça ressemblait pas à ça le mouvement antispéciste au Brésil quand je suis devenue végane. C'était un peu, je pense qu'il y avait les milieux pain, canard, straight edge et c'était assez restreint. Et ça fait vraiment plaisir de voir de quelle façon ça a pris de l'ampleur et ça s'articule avec d'autres mouvements, mais c'est assez récent, je dirais que ça a commencé il y a 5 ans à peu près. Donc c'est pour ça, donc déjà le mot véganisme populaire, c'est un terme qu'on a inventé au Brésil parce qu'on ne se sentait pas du tout représenté par le mouvement véganisme, enfin le véganisme, le mouvement vegan mainstream, ce qu'on voyait aux États-Unis et en Europe surtout, et qui était un véganisme porté par des ONG surtout, ou quelques personnes assez connues, des blogueuses, des influenceuses. Et c'était bizarre parce que même si dans les années 80 tu avais un mouvement vegan assez petit mais assez radical quand même qui sortait du punk, tu vois, des milieux anards, ça a été complètement dépolitisé dans les années 2000 et c'était devenu un truc vraiment un lifestyle, style de vie, et on se retrouvait pas du tout là-dedans et on a commencé à penser à comment on pourrait appeler ça. Et en fait, on s'est même dit, est-ce qu'on arrête de se dire vegan parce que est-ce que c'est un truc de blanc, est-ce que c'est un truc occidental, est-ce que ça fait sens dans notre contexte. De toute façon, on a toujours mangé très végétal ici, et est-ce qu'on a besoin de cette étiquette pour dire que voilà, on ne veut pas d'exploitation animale à table. Et
le truc populaire, je ne sais pas si ça fait trop sens en français ici, mais en tout cas dans le contexte brésilien, c'est vraiment construit par le peuple et il y a le mouvement des paysans sans terre qui défend une réforme agraire populaire et c'est de là l'inspiration en fait, parce qu'il parlait justement de réforme agraire qu'on n'a jamais eue, donc partager les terres de façon équitable, mais que cette réforme-là soit portée par le peuple, donc populaire. Et on s'est dit, mais enfin, c'est ça le modèle de mouvement vegan qu'on veut construire ici. En fait, c'est porté par le peuple. Évidemment, l'objet du mouvement vegan, c'est l'émancipation animale. Enfin, notre horizon politique, c'est ça. Mais comme les animaux autres qu'humains ne peuvent pas porter cette lutte, c'est à nous de porter cette lutte. Et il faut que ça vienne du peuple. C'est pas du tout les entreprises, les ONG, les personnes qui vont décider ça d'en haut. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais que ça a commencé à devenir un mouvement social. Parce qu'à partir du moment où on s'est aussi posé comme anticapitaliste, parce que l'exploitation animale est un des piliers du capitalisme, on a pu nouer des alliances avec d'autres mouvements sociaux. Et on a commencé à être reconnus comme tels. Parce que jusqu'au-là, c'était vraiment un truc de bourgeois, de gens riches, de São Paulo, Rio, qui avaient les moyens de s'acheter des produits importés, des superfoods, ou je sais pas quoi. Et c'est drôle parce que quand tu vois les produits qui ont le label vegan, et c'est pareil en France, c'est des produits transformés faits par l'agroalimentaire. Donc une pomme, t'as pas besoin de mettre un label vegan. Mais pourtant, quand on parle de nourriture vegan, déjà tu penses à des trucs transformés faits par l'agroalimentaire en fait. Et c'était pareil au Brésil. Et c'est vraiment dommage parce que la base de notre alimentation, la culture alimentaire au Brésil est quasiment que végétale. Donc la grosse partie de la base de notre alimentation est végétale, donc on n'avait pas besoin de rajouter ça. Et quand on a commencé à dire en fait on ne veut pas du tout de produits soi-disant vegan avec un label vegan produit par des grosses compagnies, on a déjà tout ce qu'il faut ici. Et en fait notre lutte, plutôt que de demander plus de produits, ce serait de demander une réforme agraire pour que les gens puissent, les paysans et les paysannes puissent produire assez de nourriture pour tout le monde. Et du coup, si on se bat aussi pour ça, il faut aussi qu'on aille apporter notre solidarité politique aux peuples indigènes, parce que c'est eux qui sont à la première ligne en fait contre l'agrobusiness. Et l'agrobusiness, c'est donc le soja, le bétail, tout ça. Donc si on veut porter un véganisme qui soit vraiment populaire, il faut penser aussi à la lutte indigène. Et c'est comme ça, c'est à partir de ce moment-là que ces articulations ont commencé à se mettre en place. Et on a eu, évidemment, c'était un mouvement qui est parti de nous vers les autres mouvements sociaux. On a eu beaucoup de chance parce qu'on était déjà donc hyper politisés et organisés. Donc on avait des personnes dans le MST, personnes véganes, on avait des personnes dans le mouvement des travailleurs sans toit, le MTST. Il y avait des personnes qui habitaient des communautés, des territoires à partager avec des peuples indigènes. Et ces personnes ont fait ce mouvement. Donc c'était pas du tout dans l'esprit on va véganiser ces gens, ou on va arriver en disant soit vous mettez sur l'ordre du jour l'émancipation animale, soit on n'est pas solidaire. On était là, on est solidaire de votre lutte, on est là pour la construire avec vous. D'ailleurs, on porte aussi cette lutte, la cause animale. Mais sans l'imposer. Et petit à petit, les gens ont compris que tout était lié. Et c'est à ce moment-là que je dirais qu'on a vraiment pu dire que le mouvement vegan au Brésil, c'est un mouvement social. Et du coup, tu parles du fait que vous êtes allé en fait vers d'autres mouvements sociaux et tout ça. Et c'est hyper intéressant d'entendre ça. Et je me demande quels sont un peu les moyens concrets vous avez pu mettre en place pour aller vers eux. Par exemple, tu parlais de mouvements d'occupation de bâtiments comme à Recife par exemple, avec des cantines. Enfin, quels sont les moyens concrets que vous avez mis en place pour nouer ces alliances en fait? Au tout début, c'était vraiment juste des militants et des militantes antispécistes qui faisaient partie de ce mouvement ou qui allaient apporter juste de la solidarité matérielle ou politique. On a commencé à avoir des conversations et ensuite, comme j'ai dit, on n'a jamais eu cette posture d'imposer quoi que ce soit. Donc on savait qu'il y avait des cantines populaires du MTST, le mouvement des travailleurs sans toit. On n'a jamais dit il faut faire des trucs végétaux. Mais comme les gens savaient qu'on était antispécistes, pareil, dès qu'on a commencé à occuper ces espaces de lutte,
les gens sont venus vers nous pour dire est-ce que vous pouvez nous aider à développer un menu 100% végétal. Et du coup, on est allé parce qu'on a été invité. Ça, c'était très important pour nous en fait. On s'est jamais imposé nulle part. Et c'est assez dur en tant qu'antispéciste d'entendre les gens dans la gauche radicale qui portent plein de causes dire cette cause-là, elle peut attendre. Déconstruisons tout, sauf l'antispécisme. Ça peut attendre. Je suis déjà assez déconstruite. Donc tu vois, tu peux entendre des choses comme ça. Mais quand même, pour nous, c'était important de ne pas imposer ça, d'attendre que les gens fassent ce pas-là vers nous. Et donc avec le MTST, c'était les cantines. Donc les gens sont venus, ils disent est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place des menus végétaux. On a toujours pris ce genre d'occasion, d'opportunité pour parler aussi à quel point si les cantines étaient végétales, on allait soutenir d'autant plus les paysans sans terre, parce qu'à chaque fois qu'on sert des animaux au Brésil, on donne de l'argent à l'agrobusiness, on donne de l'argent aux grands propriétaires terriens. Donc on partait toujours sur cette ligne-là en disant quel modèle on veut soutenir en fait, qu'est-ce qu'on veut renforcer. Parce que quand on sert des animaux dans une cantine populaire, au Brésil, 99% de la viande consommée au Brésil vient des grandes propriétés. Il n'y a pas de petits éleveurs, il y en a très très peu. Et quand il y en a, c'est plutôt pour la consommation au niveau familial. Donc si on sert des animaux dans les cantines populaires, on est en train de renforcer le système contre lequel on se bat. Donc ça fait aucun sens. Tandis que quand on sert que des légumes, que du végétal, on est en train au contraire de renforcer les paysans sans terre, l'agroécologie. Et ce message passait beaucoup mieux en fait, plutôt que de dire vous êtes mauvais, vous mangez des animaux, vous mangez du cadavre. Et là c'était le MTST. Pour le MST, le mouvement des travailleurs, des paysans sans terre, pardon, c'était la même chose, c'est parti de la cantine, même si, je dis le véganisme c'est un mouvement social, mais les gens l'associent quand même à l'alimentation, tu vois. Et donc le MST, c'était le premier en fait, avant même le MTST. Donc ils sont venus vers moi, on a eu une rencontre antispéciste à Recife, et à Recife, le MST est très fort, et ils sont venus vers moi, comme ils savent que je suis cuisinière, pour dire, est-ce que tu peux venir former nos cuisinières dans les cantines ? Olha pra terra entristecido por saber que aquilo tudo é do patrão. Traz consigo os olhos baixos inibidos de quem vive olhando sempre para o chão. Peão olha pra terra entristecido. Et du coup, tu parles beaucoup de culture ancestrale, tout ça. Et tu nous en as déjà touché un mot de l'alliance avec les peuples indigènes que vous avez pu nouer. C'est un grand débat donc, chez les antispés au Brésil. En tout cas, dans le courant qu'on défend, le véganisme populaire, il n'a jamais été question d'aller, par exemple, en Amazonie pour véganiser les peuples indigènes. Donc c'est des gens, on se demande même, on n'a pas encore tranché le débat, mais on se demande même si les relations que les peuples de la forêt entretiennent leurs relations avec les animaux, si on pourrait appeler ça du spécisme, puisqu'il n'y a pas vraiment de domestication ni d'élevage, c'est des chasseurs et des pêcheurs, surtout la pêche. Je suis pas encore... mais je pense que il y a de la matière à réfléchir là-dedans, mais tant qu'on n'est pas sorti du capitalisme, tant qu'on n'a pas renversé l'agrobusiness, franchement, cette conversation-là, je pense que ça peut attendre. C'est pas une urgence, mais en tout cas, c'est un consensus dans notre mouvement. Et quand on a expliqué aussi que notre lutte était contre l'agrobusiness, donc on voulait pas en fait plus de produits transformés, des burgers de soja, par exemple, vegan, parce que c'était juste alimenter la même logique, c'était juste remplacer un problème par un autre. C'était vraiment tout a changé à partir de ce moment-là, et c'est très intéressant parce que
très souvent, on va voir des personnes qui soutiennent les peuples indigènes au Brésil ou qui sont écolos ou ici et qui vont manger des animaux et qui vont manger des animaux soit qui ont été élevés sur leur terre ancestrale, donc en Amazonie, soit qui ont été nourris, même pour les animaux qui sont élevés ici, en France, qui ont été nourris avec le soja qui pousse sur leur terre ancestrale, sur la forêt amazonienne. Et donc là, pour moi, c'est vraiment l'alliance la plus évidente au Brésil entre le mouvement antispéciste et un autre mouvement social, ce serait vraiment la cause indigène et les peuples de la forêt, les gardiens et gardiennes de la forêt, parce que le Brésil, enfin l'Amazonie est en train de devenir un immense pâturage. On est déjà le plus grand producteur de viande de bœuf au monde. On exporte beaucoup de cette viande aussi. On est le premier ou le deuxième producteur de soja. Tout ce qui ne devient pas du pâturage devient de la monoculture du soja pour nourrir d'autres bêtes. Et je tiens à dire que les vaches, les poules, les chèvres, les cochons, tous ces animaux-là ne sont pas natifs de chez nous. Ils ont été amenés par les colonisateurs il y a 500 ans. L'Amazonie, il y a une raison pour laquelle le bétail au Brésil, ça cause autant de destruction. C'est pas des animaux natifs de chez nous. Il n'y a pas d'herbe pour eux là-bas, en fait. L'herbe qu'on plante, le pâturage, c'est des herbes, c'est importé d'ici, en fait. On plante cette herbe, en fait, pour qu'ils puissent en manger, parce qu'il n'y a pas la nourriture des ruminants, en fait, là-bas. Il n'y a pas. C'est un autre écosystème. Les vaches n'ont rien à faire là-dedans. Les cochons non plus. Et du coup, c'est un dégât, mais à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, donc je fais une petite parenthèse, c'est que ces animaux ont été amenés sur les territoires qu'on connaît comme Brésil aujourd'hui, qu'on appelle Brésil, mais aussi pour être un outil de colonisation. Donc c'était grâce aux vaches qu'on a pu coloniser l'intérieur de terre, sinon on n'aurait pas pu, et c'est toujours le cas. Donc on continue à coloniser les terres avec ça. Et donc quand on a commencé à discuter avec quelques personnes du mouvement indigène pour dire en fait nous on veut pas plus de burgers vegan de soja, au contraire on est très contente avec nos haricots, et d'ailleurs on pense que votre lutte c'est la nôtre, et c'est pas parce que vous chassez ou que vous pêchez que vous n'êtes pas des alliés. Il y a eu vraiment des choses intéressantes qui se sont passées à ce moment-là. Et après, je dirais que par rapport au MTST ou MST, les peuples indigènes, c'est l'alliance la moins évidente, parce que là, on est vraiment comme des personnes. On est là pour apporter notre solidarité politique. Tu vois, donc on n'est pas là pour leur apprendre à préparer à manger ou quoi que ce soit, tu vois. Donc on est là pour défendre leur territoire quand ils ont besoin, pour porter le message aussi, pour aller aux manifs quand on a des manifs contre l'agrobusiness. Mais c'est une autre façon d'interagir avec ce mouvement-là. Là, on est là pour la solidarité, tu vois. On n'apporte quasiment rien en fait. Notre présence, notre parole, mais c'est différent par rapport aux autres mouvements. Il y a une petite histoire que tu nous avais racontée et que je trouve très intéressante. Enfin, je te laisse continuer. Alors, c'était il y a quelques années. Donc, il y a cette leader indigène, justement, qui était... Son peuple pêche. Donc, comme la plupart des peuples en Amazonie, c'est surtout de la pêche. Et elle a été invitée dans une ville au Brésil pour parler avec des gens, pour parler de sa cause aussi. Et comme c'était l'invité d'honneur, au Brésil, comme dans beaucoup de pays au monde, on sert un animal quand il y a des invités d'honneur. Donc on lui avait servi de la vache, donc un steak. Et elle était trop gênée pour refuser. Et elle a dit, bon, bah quand même, les gens m'offrent ça. Et au moment où elle s'est mise, elle allait commencer à manger le steak, elle a entendu les esprits de la forêt. Donc c'est après... Je sais pas comment les gens en France vont entendre cette histoire, mais pour nous, ça fait sens. Enfin, c'est une autre cosmologie. Nous, on a un autre rapport, surtout les peuples de la forêt ont un autre rapport avec la forêt, le monde, une autre façon de se raconter le monde et une autre cosmologie aussi. Donc, les peuples de la forêt pensent qu'il y a des esprits qui protègent la forêt, les encantados, c'est les enchantés, mais toi aussi, tu as des enchantés qui te protègent. Tu vois, donc toute chose, tout être dans ce monde vient avec des esprits protecteurs. Et donc, au moment où elle allait manger la viande, elle a entendu ces enchantés à elle dire « Ceux qui ont tué la vache sont ceux qui tuent ton peuple ».
Et là, elle a dit qu'elle n'a pas pu manger la vache. Et elle a compris à quel point, en fait, au Brésil, donc la consommation d'animal au Brésil est vraiment liée au génocide indigène, en fait. Et c'est la même, évidemment, c'est la même compagnie, en fait. C'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes puissances, en fait, derrière l'élevage de bétail, donc la monoculture de soja pour nourrir les bêtes, et le génocide du peuple indigène. On voit qu'il y a là tu parles du lien avec la forêt, du lien avec le territoire, de l'agriculture, de tout ça. Et je me demande s'il y a des liens. Est-ce que toi tu en fais? Est-ce que collectivement il y a des groupes qui font des liens entre écologie et antispécisme dans les diverses luttes antispécistes au Brésil? Alors c'est vraiment le talon d'Achille des écologistes, parce que si dans un sens je dirais que tout antispéciste au Brésil est écologiste, c'est pas vrai dans l'autre sens. Tu vois, c'est pas... Et moi, j'ai pu aller, il y a 2 ans, je pense. Non, c'était avant le Covid. Donc, il y a 3 ans, il y a eu une grande manif au Brésil, dans tout le Brésil, en fait, contre les incendies en Amazonie et aussi dans le Cerrado. C'est un autre biome au Brésil. Et c'est surtout là où on plante du soja. Donc, on va plutôt mettre du bétail en Amazonie et planter du soja dans un autre biome qui s'appelle Cerrado, qui est assez fragile. Et c'est vraiment... C'est presque pire qu'en Amazonie parce que cette partie du Brésil, c'est là où il y a toutes les sources d'eau qui vont nourrir toutes les rivières. Donc, quand on brûle le Cerrado, c'est notre autonomie, enfin c'est l'eau en fait qu'on brûle. Et donc il y a eu ces énormes incendies, il y a tous les ans, parce que c'est comme ça que les propriétaires terriens nettoient le terrain, mais comme c'est une région extrêmement sèche une partie de l'année et vraiment sous l'eau une autre partie de l'année, mais la partie où c'est sec, le feu peut prendre et après ça fait vraiment c'était une catastrophe. Et il y avait cette énorme manif au Brésil dans toutes les villes, toutes les grandes villes au Brésil. Donc moi j'étais dans ma ville, Natal, et alors qu'on protestait, on était là pour protester contre les incendies en Amazonie, dans le Cerrado, pour mettre du bétail ou pour planter du soja pour nourrir le bétail. Il y avait des gens qui faisaient des barbecues à côté, tu vois, qui mangeaient leur sandwich de vache en fait pendant qu'ils protestaient contre. C'est tellement aberrant, tu vois, mais oui, donc le lien est pas évident pour les gens, ni là-bas ni ici d'ailleurs, pareil, tu vois, quand je parle aussi avec des écolos ici, c'est pas du tout évident, ils vont te dire, oui, mais ma poule, je mange du poulet local, oui, nourri à quoi? Au soja brésilien, donc très local ton poulet, mais donc il y a ce problème, mais dans l'autre sens, en fait, nous, les antispés au Brésil, c'est évidemment, on peut pas imaginer une transition vers un monde antispéciste sans passer par cette question écologique, parce qu'au Brésil, c'est énorme, parce qu'on détruit tous nos biomes, en fait, tous les écosystèmes au Brésil, toutes les forêts, pour soit produire du soja, pour nourrir les bêtes, 80% du soja, c'est pour nourrir les bêtes, soit pour mettre directement le bétail là-bas. Donc c'est encore un peu un bras de fer qu'on a avec le mouvement écolo au Brésil. Et je pense que pareil ici, pareil partout, c'est drôle ça. Je comprends pas le genre de gymnastique intellectuelle qu'on est obligé de faire pour ne pas voir ça en fait, pour se dire écolo et ne pas faire ce genre de lien. Après, au Brésil, on a un mouvement très fort, et surtout porté par le MST, d'agroécologie. Je sais qu'ici en Europe, on parle beaucoup de permaculture. Nous, c'est surtout l'agroécologie, l'agroforesterie. Et il y a des gens, même dans le mouvement agroécologie, agroforesterie, qui vont te dire c'est impossible d'avoir un système écologique sans passer par l'exploitation animale. Et moi, je connais des personnes qui font de l'agroécologie et qui sont véganes. Il y a même déjà un courant agroécologie végane. Ça existe aussi au Brésil, tout à fait possible. Mais même dans l'agroécologie, en fait, tu vas avoir des personnes qui vont dire c'est pas possible. En fait, le modèle le plus écolo, le parfait, en fait, c'est avec des animaux parce que sinon, on sera obligé de passer par des fertilisants artificiels. C'est drôle parce que les gens ont vraiment, tu vois, on a besoin de la bouse de vache pour avoir des cultures, d'accord, mais pourquoi tu as besoin de manger la vache pour avoir la bouse de vache? Ça m'échappe, tu vois. Donc on peut aussi imaginer des systèmes en équilibre où il y aurait des animaux, effectivement. Nous, le monde antispéciste qu'on défend, c'est pas un monde sans animaux, enfin sans autres animaux que nous, c'est pas du tout ça, mais on peut imaginer d'autres relations qui soient équilibrées, on peut imaginer des relations de cohabitation, cohabiter la terre, et là tu auras et la bouse de vache et les vaches tranquilles, et t'as pas besoin de la manger, quoi. D'ailleurs, si tu la manges, tu n'auras plus la bouse. Je comprends pas, en fait, c'est ce genre de raisonnement. Mais
Au Brésil, en tout cas, il y a vraiment cette séparation entre les écolos et nous. Par contre, nous, on essaye de porter ce message. A lágrima que por engano entristece o campo. Primeira. Donc tu parles du mouvement des sans-terre, tu parles de l'agro-business. En fait, tout ça, c'est lié aussi visiblement au fait de porter un programme peut-être de souveraineté alimentaire, ou en tout cas, j'ai l'impression que l'antispécisme dont tu parles, il est lié à cette idée-là de souveraineté alimentaire dans les luttes brésiliennes. Pour nous, c'est vraiment très clair que si on n'a pas l'autonomie alimentaire et la souveraineté, donc il y a cette distinction, autonomie alimentaire, c'est le fait de pouvoir choisir ce qu'on mange et avoir assez. Et souveraineté alimentaire, c'est vraiment au niveau plus grand du territoire qu'on appelle pays, pour dire on a assez en produits, on a assez de nourriture en fait pour nourrir notre population, on ne dépend pas des importations. Et en ce moment, le Brésil est en on produit des commodities, donc des marchandises qui vont être exportées. L'agro-business ne produit pas de nourriture en fait, pas en tout cas pour nous. C'est du soja qui va être exporté, de la canne à sucre qui va être exportée ou des animaux pour la viande. Mais au Brésil, 70% de tout ce qu'on mange est produit par des petits paysans et paysannes en fait, par l'agriculture familiale, ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment des petites exploitations. Donc qui nourrit le peuple au Brésil? C'est les petits paysans. C'est pas du tout l'agro-business. L'agro-business, c'est juste des marchandises qu'on exporte. Et on peut pas imaginer, on peut pas en fait demander aux personnes au Brésil de devenir véganes ou de se passer d'exploitation animale si elles sont pas autonomes, si elles peuvent pas choisir ce qu'elles mangent et si au niveau de tout le territoire, on produit pas assez. Là, on pourrait déjà en fait, parce que regarde, avec l'agriculture familiale couvre une partie très petite des terres et pourtant on arrive à nourrir 70%, produire 70% de tout ce qu'on mange. Évidemment, s'il n'y avait pas l'agro-business et l'élevage, on produirait assez. La base de notre alimentation, les haricots et le riz, c'est vraiment la base, le manioc aussi, farine de manioc. Tous les ans, on voit que la superficie, la surface cultivée avec des haricots et du manioc réduit. Là, on arrive à un point où on importe des haricots. C'est la base de notre alimentation et on est en train d'importer des haricots. Donc, il y a eu des hausses de prix cette année et l'année dernière à cause du Covid où les gens ne pouvaient plus acheter des haricots. C'est la base de notre alimentation. Alors qu'en même temps, l'agro-business cassait tous les records d'exportation. On n'a jamais exporté autant de soja ni autant de viande, en fait. Et donc, sans passer par autonomie alimentaire, mais surtout souveraineté alimentaire, on ne pourra pas dépasser l'exploitation animale. On ne pourra pas rendre l'exploitation animale obsolète parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Donc les gens sont obligés d'élever des animaux pour pouvoir manger. Et donc c'est pour ça que c'est aussi une cause portée par l'OMST, donc la souveraineté alimentaire. Et sans passer par ça, impossible d'arrêter l'exploitation animale. Et surtout, moi je pense vraiment au niveau individuel. Tu ne peux pas demander aux gens au Brésil de devenir vegan. Tu vois, tu peux pas aller voir une personne, je sais pas, dans une favela au Brésil et dire go vegan, parce que il n'y a pas à manger en fait. La seule chose qui arrive là-bas, c'est des produits transformés, carnés et transformés. Et donc, on peut pas imaginer finir avec l'exploitation animale sans avant avoir et de la souveraineté alimentaire et la possibilité que toute personne puisse choisir ce qu'il ou elle doit manger. Les gens sont pas spécistes parce qu'ils sont méchants. Tu vois, les gens se réveillent pas le matin en disant aujourd'hui je vais bien torturer des animaux. Enfin, peut-être qu'il y en a qui sont comme ça, mais la plupart des personnes, et moi je parle surtout du peuple, des classes populaires, mon chat, tu sais, vous voyez la mortadelle, là, le truc dégoûtant qui est fait avec... La dernière fois où j'étais au Brésil, cette année, j'ai vu que 1 kilo, enfin, il y avait au supermarché, t'achètes même pas par kilo en fait, t'as des sortes de... On s'appelle les trucs là... barguettes. Des petits trucs comme ça avec quelques tranches de mortadelle. Et ça coûtait, tu vois, un truc comme ça avec, je sais pas, 10 tranches de mortadelle, ça coûtait 1 réal, notre monnaie, qui fait, donc divisé par 7, aidez-moi,
10. 15 centimes. Je suis très mauvaise en calcul. On va dire 15 centimes d'euros, hein, comme ça. 15 centimes d'euros. Tu peux acheter aucun légume avec ça, en fait. Tu vois, à côté, 1 kilo de haricots, évidemment, tu fais cuire 1 kilo de haricots, tu nourris beaucoup plus de personnes. Mais ça coûtait, je sais pas, 10 reais. Et donc, comment tu peux demander aux classes populaires de go vegan, d'acheter, de manger végétal, si quand tu vas au supermarché, quand tu vas à l'épicerie du coin, tu as cette mortadelle qui est faite avec ce qu'il y a de pire dans l'industrie, vraiment des abattoirs, tu vois, c'est vraiment les restes, les abats, enfin les trucs horribles pour la santé aussi, mais ça coûte 3 fois rien, ça coûte vraiment rien. Et donc, sans passer par changer complètement le système de production et arriver donc à cette étape de souveraineté alimentaire, on ne peut pas en fait imaginer une transition antispéciste. Tu as beaucoup parlé donc, de l'alimentation ancestrale et tu dis souvent dans les conversations qu'on a pu avoir que la table au Brésil, c'est le premier lieu de la colonisation. Et du coup, le colonialisme, il a carnisé cette alimentation ancestrale brésilienne, il a apporté un spécisme qui lui était propre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Je dirais pas que c'est le premier, mais j'ai dit que la table est aussi un territoire de colonisation en fait. C'est un territoire à coloniser. Et ce que s'est passé au Brésil, comme j'ai dit, donc les colonisateurs sont arrivés, ils ont envahi le territoire, ils ont amené leurs bêtes tout de suite, ils ont colonisé d'abord la terre évidemment, mais toujours en se servant de l'exploitation animale comme outil de colonisation. Et en même temps, les colonisateurs ont aussi défini ce qui était de la nourriture. Donc s'ils sont arrivés avec leurs vaches et leurs cochons, c'est parce que ce que les peuples indigènes mangeaient, le manioc, le maïs, c'était pas de la nourriture. Donc il y a aussi cette hiérarchisation cette hiérarchie entre ce qui est nourriture, tu vois, et surtout nourriture noble, et ce qui les sauvages mangent, et c'est pas ça de la nourriture. Et c'est vraiment triste de voir à quel point on a intégré ce message. Donc, comme beaucoup de pays au monde, la nourriture noble, tu vois, les produits soi-disant nobles, c'est des produits carnés. Quand on a un invité, une invitée, c'est de la viande qu'on fait, en fait. Et j'ai vu ça tellement de fois avec ma famille, qui est vraiment à l'intérieur des terres, dans le Nord-Est, dans une région assez isolée, où on mange surtout des haricots. On plante toujours ensemble, donc haricots, potirons et maïs. Et ça fait, c'est une combinaison parfaite en plus, tu vois, du point de vue de nutrition, c'est une légumineuse, une céréale et puis t'as un légume. Et en plus, les légumineuses fixent l'azote. Aussi, c'est la réponse aux gens qui disent, oui, s'il n'y a pas de bouse de vache, ok, donc on peut aussi planter des légumineuses. Et c'est ça le fertilisant naturel, hein. Beaucoup plus efficace et mieux parce qu'en plus tu peux le manger après. Donc, et c'est hyper nourrissant. Donc on a toujours eu ça, mais à partir du moment où j'ai dit que j'étais donc végane et que je mangeais plus les vaches que mes tantes avaient l'habitude de préparer pour moi ou les poulets, elles ont paniqué et pour elles c'est comme si je mangeais rien. Et combien de fois on m'a dit mais tu manges rien? Parce que je dis mais je mange du manioc, je mange de la patate douce, je mange du maïs, je mange des haricots, mais ça compte même pas comme de la nourriture en fait. C'est des trucs, mais bon, la vraie nourriture c'est les œufs, le fromage, la viande. Qu'est-ce que se passe en fait quand tu assimiles le message du colon et quand surtout tu t'intègres que la nourriture c'est la nourriture du colon et tu manges ce que le colon décide qui est de la nourriture, tu commences à penser comme le colon en fait. Donc si tu mets ça dans ton ventre, vraiment t'avales littéralement le message et l'effet matériel c'est que tu commences à voir tout ce qui est local ou ancestral ou natif comme moins et du coup tu commences à te voir toi comme quelque chose de moins aussi. Donc il faut manger comme le colon, il faut vivre comme le colon et tout ce qui est à nous en fait c'est inférieur, c'est moins et je vois ça tout le temps. Donc encore une fois pour retourner à mes tantes, je me souviens de ce jour où c'était au tout début de mon véganisme, je suis allée chez ma tante
qui m'a dit mais qu'est-ce que je te fais à manger? Je dis mais tata, mais pareil, enfin les haricots qu'on plante à côté, le manioc, la patate douce et tout. Donc elle avait fait mais vraiment un super déjeuner pour nous, avec des haricots, du manioc frit, de la patate douce cuite, tu vois, du riz, des salades, il y avait des fruits aussi, et un poulet. Et donc tout, et poulet, tu vois. Et donc j'avais rempli mon assiette comme ça, une montagne de nourriture. Et elle avait l'assiette pareille que la mienne, plus une cuisse de poulet par-dessus. Et elle a regardé mon assiette, mais pleine comme ça, et elle a soupiré, et elle a dit... Ma pauvre nièce, t'as rien trouvé à manger, hein? Tu vois, elle voyait même pas que mon assiette était pleine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur vraiment au niveau de la façon dont on se voit en fait? Enfin, nous on compte pas, notre nourriture compte pas, nous on compte pas. Et si on mange pas comme le côlon, tu vois, on n'est pas nourri, on va pas grandir. Et donc pour moi, c'est pour ça que c'est extrêmement important de décoloniser la table, de décoloniser l'estomac. Donc c'est l'endroit le plus intime où on est colonisé, c'est l'estomac. Et si on n'arrive pas à sortir le côlon de l'estomac, ça va être très difficile de le sortir de nos têtes, de nos territoires. Parce que quand tu manges comme eux, tu penses comme eux en fait. Et pour moi, le véganisme, surtout le véganisme, donc quand c'est pas demander plus de produits transformés avec le label vegan, mais quand c'est manger notre nourriture ancestrale, ce qui pousse dans la terre, c'est un outil de décolonisation. Toi, Sandra, tu portes un antispécisme anarchiste, tu te dis anarchiste. Et quel sens ça peut avoir de se dire antispéciste anarchiste au Brésil aujourd'hui, où l'État s'est fait le remplaçant de la colonisation européenne? Donc il la poursuit encore aujourd'hui, cette colonisation. Je vois surtout le combat des peuples indigènes comme, évidemment on n'appelle pas ça anarchiste, mais c'est vraiment la lutte contre l'État. Et comme tu l'as très bien dit, les colonisateurs sont partis, donc le Portugal a été expulsé, enfin c'est pas vraiment passé comme ça, mais bon, ils sont partis, mais on a laissé une élite locale qui est tout à fait les héritiers des colons et qui pensent comme les colons, qui sont blancs comme les colons et qui poursuivent en fait ce projet colonial. En fait, le projet colonial, il n'est jamais fini au Brésil et on parle encore de colonisation des terres indigènes en Amazonie. D'ailleurs, l'agence du gouvernement qui est en charge de la réforme agraire, l'INCRA, INCRA s'appelle, donc c'est l'Institut National de Colonisation et Réforme Agraire. Ça a été créé dans les années 70 par les militaires, à l'époque c'était la dictature, pour coloniser l'Amazonie. Donc c'était pas on va faire une réforme agraire parce que les pauvres petits paysans ils ont pas de terre, c'est bon on a besoin de coloniser encore ce bout du Brésil qui n'est pas tout à fait colonisé. Il y a des paysans qui ont de la terre et si on les mettait là-bas comme ça, ils nous rendent service. C'était pas les grandes propriétés qui étaient partagées, non, c'était on les laisse tout pareil en fait, et on va aller coloniser du côté de l'Amazonie. Et c'est vraiment triste. Et pour les peuples indigènes, quand on est passé d'une colonie portugaise à un empire et ensuite une république, ça n'a absolument rien changé. Franchement, pour les peuples indigènes, peu importe qui est au pouvoir, gauche, droite, centre, les politiques sont les mêmes. Le projet colonial est là et l'État est là pour servir le projet colonial. Donc il y a déjà des peuples indigènes de ma région, pas dans la région d'Amazonie, mais de ma région, dans le nord-est, surtout dans l'État de Bahia, qui ont fait une coalition entre peuples indigènes et noirs, donc les quilomboles aussi, les gens qui sont les descendants des personnes qui ont fui l'esclavage, qui s'organisent en autogestion, qui ont vraiment un discours carrément libertaire et qui utilisent déjà le mot libertaire en fait. Donc nous, il y a eu plusieurs fois aussi où des peuples indigènes se sont réunis pour aller à Brésil et dit mais on fait la guerre en fait, on veut la souveraineté sur nos territoires. Moi, dans ma lutte antispéciste et anarchiste aussi, c'est la conception les peuples indigènes doivent être souverains de leur territoire. Donc l'État doit pas, enfin déjà, moi je veux pas d'État du tout, mais surtout, je pense qu'un premier pas, ce serait ça, tu vois, qu'ils et elles soient souverains sur leur territoire. C'est les gardiens et les gardiennes de la forêt, c'est les gens qui comprennent, qui ont toujours vécu là-bas, qui comprennent comment vivre dans cet endroit, comment protéger aussi, et ils sont absolument légitimes à être autonomes et en autogestion et qu'on les laisse tranquilles.
suis vraiment contente parce que j'ai été invitée fin janvier. Il y a donc la coalition des peuples indigènes et quilomboles qui vont se réunir pour une semaine pour parler d'agroécologie et de lutte d'autonomie des peuples indigènes et quilomboles. Et ça se passe à Bahia, dans le sud de la Bahia. Et j'ai été invitée pour parler, donc encore une fois, donc c'est la première fois qu'ils font un pas vers nous, le mouvement, le véganisme populaire, pour venir et nous demander de l'aide. Mais encore une fois, on est là pour soutenir, pour apporter un soutien. Et ces gens-là portent vraiment un message libertaire, autonomie, autogestion. Il y a même un quilombo qui s'est formé au début de l'année, qui s'appelle Terra e Liberdade, Terre et Liberté, et c'est aussi un quilombo où toutes les personnes peuvent aller là-bas, et là ils ont, pour la première fois, l'alliance est un peu plus ample, donc c'est peuples indigènes, peuples quilomboles et populaires, donc une alliance populaire, donc aussi les personnes des villes qui ne font pas partie de ces deux communautés, mais qui sont des classes populaires et qui n'ont pas accès à la terre, au travail, qui sont allées vivre là-bas en autogestion. Et c'est vraiment chouette. Donc j'aimerais vraiment visiter ce quilombo qui est tout nouveau. Donc c'était janvier en fait de cette année. Et donc on voit des petites. C'est la première expérience en fait au Brésil, mais je pense que c'est très porteur et que ça peut se multiplier. Et c'est tout à fait en accord avec la lutte antispéciste aussi et toutes les autres luttes. Tu nous parles des MST, tu nous parles donc des quilombos, de toutes ces initiatives, de tous ces projets libertaires en germe ou qui sont déjà bien implantés. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu à quoi ça ressemblerait, selon toi, une société brésilienne antispéciste ? Je pense que je commencerai par laisser tomber le mot Brésil. C'est le nom qui a été donné à ce territoire par les colonisateurs. Donc il y avait d'autres noms sur place. Mais pour tout le territoire, je pense que le Brésil est tellement grand que c'est difficile d'imaginer quelque chose d'homogène. Donc je ne sais pas, par exemple, en Amazonie, dans la forêt, à quoi ça ressemblerait. Ça serait sûrement pas pareil qu'à São Paulo, une ville avec 20 millions d'habitants. Ça serait sûrement pas pareil à l'intérieur de terre du Nord-Est, d'où vient ma famille, où c'est extrêmement aride et que des fois il pleut pas pendant des années en fait. Donc c'est difficile d'imaginer quelque chose homogène, mais en tout cas, quand on parle du Brésil, on ne peut pas imaginer cette société antispéciste ou même une société juste, tout court, sans passer par la réforme agraire populaire. Vous vous rendez pas compte, mais déjà le Brésil fait 16 fois et demi la France. Il y a 50% des terres qui appartiennent à moins d'1% des propriétaires terriens. Donc c'est énorme. Et tu as tout le reste de la population avec l'autre moitié. Donc déjà, si on change pas ça, on peut pas avancer, mais pas que sur le niveau antispéciste. Je pense que tous les niveaux en fait. Il y aura pas de justice au Brésil sans passer par une réforme agraire populaire. Ensuite, la chute de l'agrobusiness, qui est quand même le lobby le plus puissant au gouvernement. Donc je t'avais parlé avant, donc on nomme les 3 lobbies les plus puissants qui sont toujours ensemble. Le lobby BBB, donc c'est bétail, BAL et Bible, donc c'est les éleveurs, l'industrie, l'armée en fait. Et ensuite Bible, c'est les évangéliques qui montent en puissance au Brésil. Souvent ça va ensemble, donc t'as les 3 choses qui se mélangent, mais quand même le lobby le plus puissant au Brésil c'est l'agrobusiness. Et c'est surtout l'élevage, tu vois, l'élevage bovin. Et donc on peut pas non plus imaginer une société égalitaire tout simplement sans faire tomber ça, tu vois. Donc je dirais ça, réforme agraire populaire, ensuite on fait tomber l'agrobusiness, agroécologie partout. Je vais prendre l'exemple de mon papa. Donc quand j'avais 11 ans, donc il a joint le mouvement, il était un paysan sans terre, ma mère aussi, mes grands-parents maternels aussi, mes grands-parents paternels aussi. Ils étaient dans un système où ils cultivaient la terre du grand propriétaire, plusieurs familles, et ils avaient une partie des récoltes comme paiement. Et donc du coup, moi j'avais 11 ans, je suis la 5e d'une famille de 7 enfants, et
Et mon père avait toujours pas de terre, donc il travaillait les terres des autres. Et là, un groupe de camarades ont dit, écoute, on va s'organiser, il y a quelqu'un du MST qui est venu, il y a des terres improductives ici, il faut que ça change. Mon père avait jamais imaginé la possibilité, en fait, d'avoir des terres comme ça, où, tu vois, il connaissait rien, donc il a joint le mouvement. Tu identifies les terres qui appartiennent à une personne, les énormes étendues de terre qu'on appelle latifúndio, aussi c'est un autre mot qu'on ne traduit pas, c'est des extensions de terre mais vraiment à perte de vue. Et ensuite, tu occupes ces terres. Donc toutes ces familles-là, donc ils étaient 200 je pense, ils ont occupé ces terres et ils campent. Et des fois, ces campements, donc avant d'avoir l'assentament, on a le campement du MST. Ça peut durer des années. Donc pour le cas de mon père, c'était 5-6 ans. Il y a des familles qui ont campé pendant 15 ans avant d'avoir vraiment le droit d'être là. Et évidemment, c'est 5 ans, 6 ans dans le cas de mon père, c'est pas juste on vient, on arrive et on attend. C'est la police vient régulièrement, le propriétaire de la terre, en fait, paye des personnes pour venir tirer sur les paysans et les paysannes. Il y a beaucoup de morts. Il y a énormément de martyrs en fait politiques au Brésil, énormément de personnes du MST qui ont été tuées. Il y a des massacres où, par exemple, Eldorado dos Carajás, qui était au Pará, c'est un état du Nord, au début des années 90, il y a eu vraiment un massacre dans un campement des sans-terre où le propriétaire a payé des personnes pour tirer sur les sans-terre. Il y a eu 21 morts, 23 morts, je pense 21-23, et une 60aine de blessés. Et les personnes qui étaient mortes, c'était avec des balles sur la nuque ou le front, donc c'était des exécutions vraiment, c'était pas un hasard. Et c'est extrêmement violent, donc cette période de campement est vraiment dangereuse pour les familles, mais les familles qui arrivent à rester sur la terre, c'est pour mettre de la pression au gouvernement, c'est pour créer un fait, en fait, sur le terrain, pour dire, regardez, il y a ces terres qui produisent rien. Si on veut appliquer la Constitution, en fait, c'est la loi, on demande juste à ce que la loi soit appliquée, ces terres doivent être partagées pour la réforme agraire. Quand on arrive à voir ça, donc ok, le gouvernement, donc l'INCRE, c'est cette agence du gouvernement pour la colonisation et réforme agraire, dit ok, d'accord, donc on achète les terres, on va installer ces familles. Donc on achète la terre, hein, c'est pas exproprié, on achète la terre, et ensuite les paysans et les paysannes doivent payer, hein, le gouvernement sur 30 ans, mais ils doivent payer, donc c'est pas donné la terre. Donc on installe les familles. Une fois qu'on installe ces familles, cette communauté-là, on l'appelle assentamento. Et donc, quand j'ai dit assentamentos, c'est les communautés où les paysans et les paysannes qui, avant, n'avaient pas de terre, maintenant peuvent cultiver, travailler ces terres-là. Donc, dans cet assentamento, dans le sud de Bahia, qui s'appelle Terra Vista, j'ai appris qu'on pouvait planter de l'eau. Donc cette énorme terre était utilisée pour l'élevage de bétail et elle était complètement stérile. Il y avait une rivière qui avait séché à cause de ça, enfin, de la déforestation, tout ça. Et quand les sans-terres sont arrivés, ils ont replanté la forêt. Et il y a ce qu'on appelle la mata ciliar, c'est la forêt qui loge la rivière. Enfin, les arbres, la végétation en fait qui loge la rivière. Et une fois qu'on a planté ça, petit à petit, l'eau revient. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, la rivière est là. Et donc, ils nous ont dit, avec l'agroécologie, on peut planter de l'eau. Et c'est génial. Et donc, la société brésilienne antispéciste sera forcément agroécologique. Donc, comme ça, on pourra replanter tout ce qui a été détruit, une bonne partie. Et je pense qu'il y aura vraiment une révalorisation de notre culture alimentaire. Et ça va être... je pense que ça pourrait inspirer le reste du monde. Ça va sonner très arrogant, mais je pense vraiment que la révolution antispéciste viendra du Brésil, d'Amérique du Sud en tout cas, enfin du Sud global, mais je pense du Brésil parce que les enjeux de l'exploitation animale, la colonisation là-bas sont tellement évidents et tellement énormes, et franchement, la forêt amazonienne disparaît, c'est le monde entier qui va être en péril, c'est pas que pour nous, que je pense vraiment que ça va sortir de là, et surtout parce que c'est le seul endroit pour l'instant où je vois le mouvement vegan s'articuler avec d'autres mouvements sociaux, les peuples indigènes, les paysans sans terre, le peuple noir, et je pense qu'il y a un potentiel révolutionnaire énorme.
une petite chanson du MST que j'aime beaucoup, que j'ai appris justement avec ce paysan du sud de Bahia qui m'a dit qu'il avait planté de l'eau et que le plus grand ennemi c'était, des sans-terre au Brésil, c'était la vache. C'est une chanson qui a été écrite pour le MST. C'est super ce mouvement parce que l'art a une place très importante. Donc ils et elles ont des chansons, des danses, mais participer d'une réunion du MST, c'est super beau. On commence toujours avec des rituels, des trucs. Encore une fois, ça fait peut-être pas sens ici, les gens vont trouver ça complètement... Bon, ça fait sens chez nous, d'accord? Il y a d'autres façons de voir le monde et la lutte, et nous, on la voit d'une façon différente. Et du coup, il y a plein de chansons du MST. Il y a des poètes sans terre qui écrivent des chansons. Et donc, il y a ce poète sans terre qui s'appelle Zapint, qui a écrit une chanson. Et c'est, pour moi, ça pourrait être l'hymne du véganisme populaire. Parce qu'on dirait que c'était pour nous. Et évidemment, ça fait sens au Brésil. Et le refrain dit « Et comme ça, personne ne pleure plus. Personne ne vole le pain de personne. » Le seul où il y avait du bœuf, maintenant il y a des haricots et du riz, l'herbe ne pousse plus. L'herbe, le pâturage en fait. Et tu vois, quand il m'a chanté ça, et c'est un paysan sans terre qui m'a appris ça, moi je lui parlais du véganisme populaire et comment c'était, et il a dit, mais oui, en fait on se bat contre les mêmes choses, en fait on veut la même chose. D'ailleurs tu connais la chanson, là, ton père te l'a appris. J'ai dit, mais non, mon père m'a pas appris ça. Et il l'a chanté pour moi, la chanson. Et j'ai dit, mais oui, en fait, c'est ça. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. Ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. E assim já ninguém chora mais, ninguém tira o pão de ninguém. O chão onde pisava o boi é feijão e arroz capim já não convém. Merci Sandra. À bas l'État, les abattoirs et la propriété, vive l'anarchie et l'antispécisme. À bientôt.